Bonjour à tous, comme chaque mois je vous retrouve pour vous parler de mes dernières lectures. Alors, en février, j'ai lu les 2 premiers tomes de Félicité Hadcock de Sophie Jomain, à savoir Les anges mordent aussi et Les anges ont la dent dure, L'orange mécanique d'Anthony Burgess et L'héritage de Catherine Webb. Je commence par Félicité Hadcock de Sophie Jomain. L'héroïne principale de ce livre est Félicité Hadcock, elle a 24 ans, elle vit près de Londres dans la campagne paisible et elle travaille dans un magasin de chocolat. Félicité est très casanière, elle adore rester chez elle, mais elle a un gros défaut, c'est qu'elle ne sait pas dire non. Alors lorsqu'un soir sa meilleure amie Daphné vient lui proposer une grosse sortie en boîte à Londres, Félicité ne peut que dire oui. Là-bas, Félicité va faire la connaissance d'un homme qu'elle va tout de suite prendre pour un vampire. Ça ne la surprend pas trop parce qu'elle fait partie des rares humains à connaître l'existence des vampires. Pour preuve, sa tante en est un. Mais toutefois, Félicité a toujours promis à sa mère, désormais morte, de ne jamais avoir de relation avec un vampire. Lors de cette soirée, Félicité s'ennuie vraiment à mourir, sa meilleure amie est dans les bras d'un autre homme, et donc elle va boire. Le lendemain matin, complètement dans les vapes, elle va se retrouver seule dans une chambre d'hôtel, elle ne va pas vraiment savoir ce qu'elle a fait de la nuit, mais les 4 capotes à côté d'elle vont lui donner des indices. De plus, Félicité a une morsure sur la jambe, donc elle présume que c'est là la marque du mystérieux vampire. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que cette morsure va la rendre irrésistible auprès des autres créatures surnaturelles à son grand désarroi. Après cette nuit très mouvementée, Félicité et sa meilleure amie Daphné vont rentrer chez elle. Félicité raccompagne Daphné chez elle, et là-bas, elles vont retrouver le colocataire de Daphné, Tony, complètement livide et pétrifié. Elles remarquent que celui-ci a été complètement vidé de son sang. Elles vont alors appeler la police et Terence va arriver pour enquêter sur l'affaire et pour se rapprocher de Félicité. Je pense que vous l'avez compris, Félicité Hadcock parle de vampires. C'est donc un livre que l'on peut qualifier de bitlit, mais ça ressemble aussi énormément à la chick-lit et il y a une petite pointe d'érotisme aussi dedans. C'est vraiment pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire, il n'y a pas vraiment de vampires dans les livres de Zola, mais c'est vrai que du coup j'ai lu ce livre juste après mon déménagement. Je voulais quelque chose de très léger, donc ça faisait l'affaire. Même si bien évidemment l'histoire ne casse pas 3 pattes à un canard, j'ai bien aimé. C'est divertissant, c'est frais et c'est pétillant. Je l'ai vraiment lu en très peu de temps, donc faut dire que ça se lit vite, mais quand même j'ai été gênée par plusieurs détails. Tout d'abord, je me suis rappelé pourquoi je lisais plus de chick-lit, c'est parce que j'en ai marre des héroïnes qui sont un petit peu vides. Là franchement, au début de l'histoire, on dirait que l'unique ambition de Félicité, c'est d'accorder sa culotte à ses chaussures. Voilà. Après, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup lu du genre. J'ai lu les classiques Le diable s'habille en Prada, mais j'avais 15 ans. J'ai lu Blonde Attitude aussi il y a très longtemps. Je dois l'avouer, le vocabulaire est pauvre. Je m'y attendais forcément. Ce qui m'a gênée, c'est que je pense n'avoir jamais lu autant de métaphores sur les organes génitaux masculins. Et pourtant, j'ai lu des livres du Marquis de Sade. D'ailleurs, ce qui me choque un peu, c'est qu'on dirait que les hommes sont seulement définis par ça. Et pour preuve, il faut bien 50-100 pages, je crois, pour connaître le prénom d'un personnage masculin assez important. Mais par contre, je peux vous parler de ses attributs masculins, quoi. Bon, après, c'est rigolo, même si c'est un petit peu kitsch, un petit peu too much parfois. Et au début, je connaissais pas l'auteur, je connaissais pas Sophie Jomain, et au début, je pensais un petit peu parfois à une mauvaise traduction. Alors que non, Sophie Jomain est française, donc... mais c'est vrai que ça prend des artifices très, très américains. Comme je le disais au début, il y a quelques petites scènes érotiques. Bon, moi, ça m'a pas vraiment dérangée. Elle reste sexy juste ce qu'il faut, c'est pas vulgaire, donc ça va. Bon, par contre, Google, ce qui m'a vraiment gênée avec ce livre, c'est les relations hommes-femmes. Il y a vraiment un côté macho dans ce livre, une culture du viol qui m'a vraiment déplu en fait. Je suis pas féministe, mais il y a un moment où il y a quand même des limites et pour moi, c'est normal en fait de s'indigner pour des trucs que j'ai pu lire. Au cours de ma lecture, j'ai relevé plusieurs passages, je crois 2 ou 3, où l'héroïne dit explicitement non lorsque le mec devant lui veut coucher avec elle. Et pourtant, du coup, les mecs insistent et la fille, du coup, finit par sortir une remarque qui décrédibilise totalement les femmes, genre « de toute façon, je peux pas lui résister, il est trop mignon, enfin voilà, vous voyez le genre. » Le pire vraiment, c'est lorsque Félicité va demander de l'aide à un personnage masculin parce que sa meilleure amie a été enlevée. Et le mec, il va lui dire ok, je t'aide, mais d'abord on couche ensemble. Ok, merci. Ça aide beaucoup. Vous l'aurez compris, si vous êtes féministe, ne lisez pas ce livre parce que ça va vraiment, vraiment vous énerver. Mais par contre, franchement, si vous aimez bien le genre de livre comme ça, un petit peu léger, je peux que vous le conseiller. Franchement, même moi, qui n'ai pas l'habitude de lire des livres comme ça, je me suis pris au jeu et bon, ça m'a plu, c'est divertissant ce qu'il faut. Après, je sais que c'est pas un genre qui me correspond vraiment, c'est divertissant comme un épisode de télé-réalité, mais
pour moi du coup c'est pas vraiment de la qualité. Je dénigre pas ce type de livre, mais moi il me faut un petit peu plus. Donc là du coup je vous parlais pour l'instant que du tome 1, après j'ai lu le tome 2, en fait le livre contient les 2 tomes. Et étrangement j'ai mieux apprécié le tome 2 qui se rapproche plus d'un univers fantastique que de l'univers un petit peu trop bitlit, chicklit qui est dans le premier. On en connaît un petit peu plus sur la mythologie et l'univers des créatures qui se trouvent dans le livre. Et puis en plus des vampires, des démons, il y a des sorcières qui apparaissent et du coup ça se castagne un petit peu, c'est pas mal. Je peux pas en dire plus du coup parce que vu que c'est le tome 2, il se passe une histoire dans le tome 1. Mais c'est vrai que la fin m'a donné étrangement envie de lire le tome 3. Donc j'ai été pris au piège de Felicity Hadcock. Je me permets de vous signaler que ce livre m'a été offert par France Loisirs et que si vous décidez d'adhérer à France Loisirs, en fait il vous est offert. Et vous avez également les livres de la trilogie Les Étoiles de Nos Head de Sophie Jomain qui sont à 1€. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous êtes intéressés. C'est vrai que moi j'ai entendu énormément bien de la saga Les Étoiles de Nos Head, que ce soit sur Booktube ou sur des blogs. Donc je serais quand même curieuse de découvrir cette trilogie, donc si vous avez des avis, n'hésitez pas à me les donner. Je vais vous parler à présent de L'Orange Mécanique. Ce livre vous dit sans doute quelque chose parce que Stanley Kubrick en a fait un film magnifique selon moi. C'est vrai que j'ai vu le film il y a 4 ans, pour moi c'est vraiment quelque chose de magistral qui m'a choquée. Et lorsque j'ai vu le livre à 2€ en plus à France Loisirs, je me suis dit bon, autant en profiter pour l'emporter avec moi. Puis franchement, vous avez vu cette couverture, je le trouve vraiment magnifique. Je préfère vous prévenir que L'Orange Mécanique n'est pas un livre qui s'adresse à tout le monde. Il y a 2 raisons. D'une, c'est vraiment très violent. Si vous avez vu le film, vous voyez sans doute de quoi je parle. Mais si vous l'avez pas vu, ça parle de violence extrême, de viol, de meurtre, de violence vraiment gratuite. Je supporte assez facilement la violence, mais c'est vrai que ce film me mettait mal à l'aise et me faisait sortir de ma zone de confort. Donc je savais vraiment à quoi m'attendre avec le livre, mais le livre est encore plus violent que le film. À savoir par exemple que dans le film, lorsqu'il rencontre 2 nanas au magasin de disques, c'est pareil dans le livre, sauf que là il s'agit de gamines, qu'elles ont 10 ans, il va les emmener chez elles et elles vont pas être forcément consentantes quoi. Deuxième raison qui rend la lecture de ce livre assez compliquée, c'est que l'intégralité est rédigée en argot et même en ce qu'on pourrait appeler un méta-argot, en fait, quelque chose vraiment qui a été complètement inventé par l'auteur. C'est un mélange en fait d'anglais, de russe et de langage romani. Du coup ça peut vraiment surprendre au début et freiner beaucoup de personnes parce que c'est vraiment que de l'argot. Après, il y a un lexique à la fin qui explique tous les mots. Mais c'est vrai que moi, je déteste interrompre ma lecture. Donc, je continuais les phrases. Et puis, après, avec la situation, on devine ce que signifient les mots. Donc, l'histoire de l'Orange Mécanique se déroule en plein cœur de Londres, dans un futur proche de l'apocalypse. Dans ma tête, en fait, j'avais vraiment tendance à mettre ce livre dans le genre des contes utopies, comme par exemple Le meilleur des mondes de Huxley et 1984 de George Orwell. Or, en fait, tout peut sembler réel dans ce livre que du coup c'est impossible de l'imaginer comme une contre-utopie. C'est impossible de ne pas penser à la violence et ce que les hommes peuvent pouvoir faire face à la violence et quelles réactions ils peuvent avoir. Le personnage principal de l'Orange Mécanique est Alex. Il a 15 ans et il est très dérangé. Il passe son temps avec sa bande de potes, donc soit ils vont au bar boire, ou soit en fait gratuitement ils vont tabasser des gens, que ce soit pour leur argent ou pour leur simple plaisir. Ils n'hésitent pas à être hyper violents et ils ont vraiment aucune morale. C'est les rois du monde. Ils arrivent et voilà, ils tabassent tout le monde. Lors d'un cambriolage, Alex va être trahi par ses amis parce qu'ils en ont marre que ce soit le chef de bande et il va se faire arrêter par la police. Là, il va se retrouver en prison et pour réduire sa peine, en fait, il va rejoindre un programme assez spécial créé par le gouvernement. Ça consiste en fait à visionner en continu des scènes d'horreur, les choses les plus cruelles au monde, accompagnées de musique classique. Et c'est pile ce qu'Alex adore, la musique classique, pas les scènes d'horreur. Ce traitement va être aussi accompagné d'hypnose et d'injections très douteuses qui vont complètement transformer Alex. Du coup, le traitement réussit et Alex va devenir complètement allergique à la violence et paralysé. D'un humain aux pulsions violentes, vraiment organiques et donc on peut qualifier d'orange en fait, Alex est devenu un être mécanique, d'où le titre L'Orange Mécanique. Il est désormais impossible de décider de son sort et complètement paralysé devant n'importe quel type de violence ou lorsqu'il écoute de la musique.
Alex devient en fait une sorte d'automate contrôlé par le gouvernement qui cherche à éradiquer toute forme de violence. Du coup, ce livre pousse vraiment la réflexion sur est-ce que la violence peut être éradiquée de notre monde. J'ai aimé justement l'Orange Mécanique pour ça, parce que ça nous fait réfléchir sur la nécessité ou non de la violence. C'est violent, c'est très cru, mais il faut savoir que l'auteur en fait s'inspire d'un fait réel de sa vie. Il a écrit l'Orange Mécanique après que sa propre femme ait été agressée et violée par des GI déserteurs. Dans ce livre, Alex représente vraiment l'incarnation du mal, et c'en est mais vraiment malsain, ça met mal à l'aise. Franchement, ça nous fait vraiment sortir de notre zone de confort. Mais l'Orange Mécanique a quelque chose de visionnaire et d'intemporel que l'on peut mettre à n'importe quelle époque, malheureusement. Par contre, je dois vous avouer que le film de Kubrick joue beaucoup dans mon avis et dans l'image que j'ai de ce livre. Je suis pas sûre que je l'aurais autant apprécié si je n'avais pas les images du film qui est quand même réalisé d'une façon assez magistrale et ça on peut vraiment pas le nier. C'est vrai que c'est pas évident à regarder comme film, mais pour moi ça fait partie quand même de ce qu'il faut voir. Et pour terminer, j'ai lu L'héritage de Catherine Webb. Une fois n'est pas coutume, depuis maintenant le mois de novembre, c'est le livre du mois du club de lecture Mango & Salt. Pour le mois de février, le thème était secret de famille et du coup, c'est l'héritage qui a recueilli le plus de votes. Pour ma part, j'avais voté pour Les Déferlantes de Claudie Gallet et c'est vrai que c'est un livre qui m'intrigue, donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner vos avis. L'héritage est un roman qui se passe à deux époques différentes, à savoir le monde de maintenant et le tout début du XXe siècle. Nous suivons l'arrivée dans le manoir familial des deux sœurs Erika et Bess qui ont hérité de la mystérieuse demeure après la mort de leur grand-mère. Très vite, les souvenirs du passé vont ressurgir en elles et un petit peu bouleverser leur quotidien. En parallèle, nous suivons l'histoire de Caroline, l'arrière-grand-mère des sœurs Erika et Bess, et de son histoire d'amour tragique en Amérique et de son arrivée en Angleterre. Je peux pas en dire beaucoup plus sur ce livre parce que du coup, tout réside dans les secrets. À la base, j'étais pas vraiment emballée pour ce livre parce que pour moi, l'histoire, ça faisait un petit peu trop téléfilm de l'après-midi sur M6. Et c'est vrai que je suis restée un petit peu sur le même ressenti. Pourtant, l'histoire commence vraiment très bien. Dès le premier chapitre, on assiste à une scène où une femme abandonne un bébé dans la nature. Et c'est vrai que c'est poignant, donc moi dès le début j'étais là, ah trop bien. Mais ensuite ça se perd en fait. C'est pas que c'est nul, mais c'est juste que le livre reste comme ça et à aucun moment il y a quelque chose de piquant en fait, qui m'a fait vraiment apprécier ce livre. Du coup, j'ai pas réussi vraiment à rentrer dans l'histoire et à m'attacher au personnage. Honnêtement, je trouve que les deux sœurs étaient assez insupportables, et puis c'était assez relou du coup, l'histoire de non, je te dis pas, si tu vas me dire, non, je te dis pas, si tu vas me dire, c'était un petit peu casse-tête. Par contre, à la limite, j'ai bien aimé l'histoire de Caroline parce que même si c'est un personnage détestable, elle a quand même une belle histoire derrière et c'était ce qu'il y avait de plus passionnant. Tout au long de ma lecture, je me disais que la fin allait peut-être pouvoir rattraper toute l'histoire, mais malheureusement, en fait, à la divulgation des secrets, honnêtement, j'ai trouvé ça pas crédible du tout. Et puis en ce qui concerne l'histoire d'amour naissante entre deux personnages, c'était vraiment rempli de clichés, donc non, je suis pas rentrée dedans. Et voici donc pour mes lectures du mois de février. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez lu récemment ou ce que vous êtes en train de lire et si vous avez des avis sur ce que j'ai lu. Et vous pouvez laisser un commentaire également pour participer à mon concours, car une nouvelle fois, ça devient une habitude dis donc, je vais vous faire gagner l'une de mes lectures. Donc ce mois-ci, vous avez le choix entre Felicity Hadcock, donc soit vous choisissez cette édition-là avec tome 1, tome 2, ou soit vous choisissez qu'un seul tome, c'est vraiment comme vous voulez, en fonction de votre avancée dans l'histoire. Soit du coup L'Orange Mécanique d'Anthony Burgess, ou soit L'Héritage de Catherine Webb. Je préfère prévenir que moi j'achète toujours mes livres en grand format, je les achète souvent d'occasion, mais que du coup dans le cadre des concours, vu que c'est à mes frais, je vous fais gagner la version poche en fait. Et comme le mois d'avant, du coup j'ai reçu une photo de la gagnante et là c'était Ophélie qui a gagné L'Île Mystérieuse et j'espère que ce livre t'aura plu si tu passes par là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite. Mon petit doigt me dit que je vais vous faire un book haul sur tous mes livres sur Marie-Antoinette. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. À très bientôt!